Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est sur Dorémy Façon, le podcast intimement musical. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet des droits d'auteur. Petit disclaimer, j'annonce déjà que c'est quelque chose de très complexe et je vais juste couvrir certaines parties. Parce que premièrement, je ne suis pas juriste ni avocat. Et du coup, j'ai envie de donner le niveau de compréhension nécessaire pour qu'on puisse débattre dessus. Mais je ne rentrerai pas forcément dans tous les détails parce que sinon, ce ne sera pas du tout un podcast accessible à tout le monde. Par contre, je mettrai toutes mes références à disposition donc sur YouTube dans la description et j'espère que vous pourrez vous nourrir de tout ça. Après avoir regardé toutes mes notes sur les droits d'auteur, je réalise que ça ne tiendra pas en une seule vidéo parce qu'il y a trop de concepts différents à aborder. Donc aujourd'hui, je vais parler seulement de droits d'auteur et de droits voisins pour après avancer dans la vidéo pour parler de l'évolution de l'industrie de la musique avec l'arrivée du streaming, etc. et comment les gens ont changé de manière de se monétiser avec le temps. Et je ferai une autre vidéo complètement à part où je parlerai des droits de reproduction et des droits d'interprétation, qui sont vraiment un autre aspect que je vais couvrir à un autre moment. Donc pour commencer les vidéos, je veux parler des droits d'auteur. Et pour comprendre les droits d'auteur, en fait, il faut comprendre que quand on parle de droits d'auteur, il y a 4 activités différentes. On parle des créateurs, des investisseurs, des distributeurs et d'une audience. Donc déjà, pour comprendre tout le concept de droit d'auteur, il faut comprendre ces 4 entités. Donc les créateurs, c'est tout simplement les musiciens, les artistes, ceux qui sont à la base de la création sonore. Les investisseurs, ceux qui vont mettre des sous pour permettre aux artistes de se développer. Donc ça peut être des producteurs, ça peut être des labels indépendants ou des maisons de disques. Et ça peut être aussi l'artiste lui-même. C'est dans ce cas-là qu'on parle d'artiste indépendant. Parce que les entités que j'ai présentées peuvent être confondues. Donc tu peux être créateur, investisseur, tu peux très bien endosser plusieurs casquettes. Ensuite, on a les distributeurs. Et les distributeurs, pour faire simple, c'est ceux qui vont tout simplement distribuer, diffuser ta musique. Donc, comme exemple, je peux vous donner YouTube, Spotify, toutes les plateformes de streaming audio. Mais pour parler du monde de l'édition en général et essayer de sortir un peu de la musique pour que vous ayez des analogies auxquelles vous pouvez vous rattacher, les opérateurs de télécommunications, par exemple Free, Orange, tout ça, c'est aussi considéré comme des distributeurs. Ils permettent à des productions de diffuser leur contenu à une audience. Et enfin, vous l'avez compris, l'audience, je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, l'audience, c'est les personnes qui vont réceptionner la création, tout simplement. Les droits d'auteur dans le monde de la musique, c'est pour les œuvres musicales, qu'on peut appeler les œuvres originales ou les œuvres premières. Ces œuvres-là, elles peuvent être avec ou sans parole. Je fais cette distinction parce que c'est important de comprendre que dans les œuvres sans parole, il y a 3 critères d'originalité. Le rythme, la mélodie et l'harmonie. Et ces 3 critères d'originalité peuvent être le sujet de débat en cas de litige. Si on trouve que des musiques se ressemblent, on va demander est-ce que les harmonies sont différentes, est-ce que la mélodie est différente ou est-ce que le rythme est différent. Bien sûr, c'est des critères d'originalité très difficiles à dissocier parce que souvent, que ce soit un beatmaker ou un compositeur ou même un groupe de musiciens, tout le monde compose la musique ensemble, donc c'est très difficile de dire à qui appartient quoi ou qui a créé quoi. Mais voilà, au point de vue de la loi, c'est les 3 critères d'originalité qui considèrent qu'une œuvre est originale. Ensuite, pour les œuvres avec paroles, c'est les mêmes critères, mais on va ajouter les paroles en plus. C'est pour ça que j'ai distingué un peu ces 2 œuvres, parce que du coup, le critère qui vient se rajouter en plus de l'œuvre musicale sans paroles, c'est tout simplement les lyrics, donc les paroles. Le parolier a des droits sur ces paroles. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'est une œuvre originale. À part les œuvres originales, on a des œuvres qu'on appelle des œuvres composites ou des œuvres secondaires. Ces œuvres secondaires, c'est tout ce qui correspond au remix, au sampling, ou même à l'œuvre originale auquel on a juste changé les paroles. Donc, une musique qu'on a traduite de l'anglais au français, mot pour mot, ça va être une œuvre composite, considérée comme un remix ou un sampling. C'est important de comprendre que changer la langue d'une musique, c'est créer une nouvelle musique. Et c'est pas du tout considéré comme la même musique. Ces droits voisins, ils sont ouverts quand un artiste quelconque collabore à l'exécution d'une œuvre. Donc ça peut être un danseur, un musicien, un beatmaker. On parle de droits voisins lorsque l'enregistrement de cette collaboration, elle est diffusée. Si un danseur qui collabore avec un artiste et qui crée une vidéo ensemble et qui diffuse cette vidéo, sur cette vidéo-là, le danseur peut avoir accès à des droits voisins. Parce qu'il fait partie d'une nouvelle création qui s'est inspirée d'abord d'une création originale. Mais voilà, les personnes qui font des remixes partent d'une œuvre originale et c'est parce qu'ils partent d'un contenu déjà existant qu'ils ont accès à des droits, mais des droits spéciaux qu'on appelle des droits voisins. La société qui s'occupe de réguler les droits d'auteur en France, c'est la SACEM. Donc quand vous êtes artiste ou musicien, vous pouvez vous inscrire dessus et c'est eux qui vont faire en sorte de redistribuer les rémunérations de manière équitable.
Donc maintenant que vous savez ce que c'est les droits d'auteur et les droits voisins, on peut parler de l'évolution de l'industrie de la musique. Pour moi, l'année la plus importante à retenir, c'est l'année 2009. Avant 2009, il n'y avait pas le streaming. C'est à partir de 2009 qu'on a vu l'arrivée du streaming musical. Et ça a complètement tout changé dans l'industrie de la musique parce qu'avant, les artistes de musique, ils se rémunéraient principalement avec la vente de CD, de vinyle ou lors de leurs concerts. Donc leurs concerts, leurs événements, tout ça. Quand le streaming est arrivé en 2009, ça a complètement cassé la dynamique de vente des CD et des vinyles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes ils pouvaient avoir accès, au lieu de payer chaque CD un par un, ils pouvaient avoir accès à un catalogue de musique en payant un abonnement mensuel. C'est vraiment ce changement qui a vraiment changé la manière des artistes de se rémunérer. Mais avant qu'on arrive à 2009, il y a une grande vague qu'on a appelée la vague de piratage. C'était au début d'Internet où on proposait quand même de la musique de manière numérique. Donc on pouvait acheter des CD de manière numérique et c'est Apple qui a mis ça en premier en place avec iTunes. Le problème, c'est que du coup, il y a eu énormément de piratage à cette période-là parce qu'il faut savoir que en moyenne, le temps de piratage d'une musique était de 3 minutes. Ça veut dire que dès qu'une musique était mise en ligne, 3 minutes après, il existait une version piratée sur le web. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes téléchargeaient sur Emule ou sur plein de sites de téléchargement pour avoir des contenus audio complètement gratuits. Et c'était pas juste pour les artistes. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les artistes, ils passent des heures en studio, ils passent des heures à produire. C'est pas l'époque où les artistes indépendants étaient vraiment très très répandus. Donc je dirais c'est plus les labels qui investissaient énormément dans les artistes qui au final, les gens pouvaient avoir accès à la musique complètement gratuitement. Donc ça a créé un gros fossé dans les rémunérations parce que les gens étaient en mode en fait on peut avoir la musique gratuitement donc pourquoi on va les payer la musique. Et du coup il y a une vraie lutte contre le piratage pour tout simplement redonner le pouvoir aux artistes, le pouvoir de leur art en fait. Ça veut dire oui moi je crée de la musique, les gens l'écoutent, il faut que ça se sente dans mon porte-monnaie tout simplement. La base de la lutte contre le piratage c'était vraiment pour redonner du pouvoir aux artistes. Maintenant, c'est là où j'en viens à la partie où je vais donner mon avis. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans l'industrie de la musique de faire en sorte que les artistes puissent toucher de manière viable des revenus. Pour vous donner une ordre d'idée, 90% des artistes qui sont sur Spotify gagnent moins de 1000 euros par an. Je ne sais pas si vous réalisez. 90% des artistes qui sont sur Spotify gagnent moins de 1000 euros par an. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% des artistes qui sont sur Spotify qui gagnent plus de 1000 euros par an. Donc je pense que ça vous donne vraiment une idée sur aujourd'hui, percer en tant qu'artiste, c'est très, 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 très compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs de l'industrie de la musique, que ce soit les maisons de disques, les distributeurs, essaient de se bouger pour essayer de revenir ou en tout cas trouver une nouvelle solution pour que les artistes puissent mieux se rémunérer. C'est à ce moment-là où moi j'ai envie de vous donner mon point de vue sur la situation. Et là, ce que je vais dire, ça s'appuie vraiment sur une lecture qui m'a beaucoup inspiré au début de mes recherches qui s'appelle Information Doesn't Want to Be Free by Cory Doctorow. Et si vous êtes intéressé par l'industrie de l'édition, que ce soit l'édition phonographique, donc la musique ou même l'édition en général, c'est un livre que je vous conseille fortement de lire parce que en fait, il explique tous les verrous digitaux qui ont été mis en place pour bloquer la libre circulation de contenu. Que ce soit le contenu image, le contenu MP3, le contenu DVD, bref. Tous les types de contenus, c'est un livre qui explique vraiment l'évolution des verrous digitaux qui ont été mis en place. Le verrou digital, pour faire simple, c'est quelque chose qui a été imaginé pour, de base, réguler l'échange de contenu. Mais qui, pour moi, avec le temps, est plus devenu une prison qu'une régulation. Et je m'explique. En fait, si vous savez comment fonctionne Internet, sans rentrer dans l'informatique pure, Internet, c'est littéralement une machine de copie. Vraiment, genre, littéralement. Le fonctionnement d'Internet, c'est littéralement de copier du contenu depuis ton ordinateur sur un serveur et c'est une copie constante en fait. Tout ce que vous avez sur votre ordinateur et que vous mettez sur Internet est copié. La notion d'exclusivité d'Internet, pour moi, ne fonctionne pas vraiment parce que tout est littéralement copiable. Et même en mettant des verrous digitaux, en mettant des cadenas, voilà, c'est le principe intrinsèque d'Internet de copier l'information. C'est comme ça qu'on arrive à échanger de l'information. Et c'est parce que Internet fonctionne de cette manière-là qu'il y a toujours eu des moyens pour contourner les verrous digitaux. Toutes les initiatives qui ont été faites pour empêcher les personnes de télécharger les vidéos YouTube, d'enregistrer le contenu MP3, toutes les initiatives qui ont été mises en place pour empêcher les personnes même de partager des images, tout ça, tout est contournable. Littéralement tout. Et ça, je vous dis ça, et c'est ce que j'ai observé en faisant mes recherches. Littéralement, tout est copiable. Je vais même vous donner un exemple qui personnellement, moi, m'a marqué. Vous savez que quand Harry Potter 7, le livre, est sorti en anglais,
Je ne sais plus à quelle année c'était. Mais lorsqu'il est sorti en ligne, la communauté allemande était tellement fan d'Harry Potter qu'ils l'ont traduit en une nuit. Et le lendemain matin de la sortie officielle d'Harry Potter en livre, il y avait la version allemande qui était disponible complètement traduite. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de pages que c'est. Et c'était à une époque où il n'y avait pas encore les IA, tout ça. Donc c'était vraiment fait à la main par des fans. Donc je ne sais pas si vous réalisez que en moins de 24 heures, les gens ils ont réussi à traduire un livre entier d'une centaine de pages dans une autre langue en faisant toute la traduction juste par amour pour ce livre-là. Et ils l'ont mis en ligne de manière complètement gratuite pour la communauté. Si je parle de cet exemple-là, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, l'amour que les gens ont pour un contenu peut littéralement dépasser toutes les barrières que vous allez tenter de mettre en place en ligne. Et ça, c'est un statement, c'est un parti pris que je défends. Et ça, c'est un parti pris assez personnel, je pense, parce qu'il y en a qui diront, oui, mais non, c'est pas aux fans de faire le travail d'une maison d'édition, c'est les fans qui ont manqué d'éthique dans la démarche, parce que voilà, s'ils veulent vraiment soutenir un créateur, ils attendent qu'il sorte de manière officielle, ils n'essaient pas de le contourner et tout ça. Sauf que, malheureusement, l'histoire a prouvé que aujourd'hui, si vous dites à un fan de n'importe quel type de contenu, il existe une version gratuite à droite, il existe une version payante à gauche, vous avez beau le convaincre dans toutes les sortes, le fan va naturellement aller vers la version gratuite, pas parce qu'il ne respecte pas l'artiste ou qu'il ne respecte pas le travail qui a été fait, mais parce que les consommateurs et l'audience n'est pas là pour se préoccuper du process, de comment l'information est arrivée à eux. Si vous êtes un artiste ou un créateur qui écoutez le podcast, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais sachez qu'aujourd'hui, on peut passer notre temps à essayer d'éduquer l'audience ou éduquer le consommateur, ou sinon, on peut essayer de trouver un nouveau chemin avec les distributeurs. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on distribue la musique et comment est-ce qu'on distribue du contenu? C'est ça, en fait, la vraie question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, je pense qu'on est à un moment dans l'industrie où il va y avoir un changement. Je ne saurais pas vous dire quand, mais je suis convaincu qu'il va y avoir un changement parce qu'en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le contenu va être de plus en plus incontrôlable parce qu'on a passé tellement de temps à vouloir accumuler, à dire oui, regardez, il y a des nouvelles musiques, il y a des nouveaux artistes, il y a des nouveaux. Je peux pas dire l'erreur dans l'industrie de la musique parce que je pense que l'industrie de la musique a fait énormément et aujourd'hui, ça serait malhonnête de dire oui, ils ont bien fait, ils ont mal fait. C'est pas une question d'erreur. Aujourd'hui, moi, je pense que l'industrie de la musique doit se focaliser sur comment organiser l'information, comment gérer les flux de musique avant de chercher ou inciter les personnes à créer ou à écouter, que ce soit du côté créateur ou consommateur. En fait, pour moi, l'industrie de la musique aujourd'hui, elle doit se consommer sur la régulation, mais des flux de musique. Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et j'en ferai une autre vidéo à part parce que sinon ce podcast va vraiment partir dans tous les sens, mais je suis convaincu que si rien n'est fait, vraiment, que l'industrie de la musique deviendra vraiment incontrôlable. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai bossé dans un label de musique et que j'ai à peu près compris les dynamiques et les acteurs de qui a le poids sur quoi. En tout cas, si aujourd'hui je vous ai donné une piste de réflexion par rapport à l'industrie de la musique, ça serait de se focus sur la distribution. Comment cette musique est diffusée? Pourquoi cette musique est diffusée de cette manière-là? En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à venir en commentaire, qu'on discute de ça, parce que c'est un sujet, je pense, pour lequel je peux parler pendant des heures. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, parce que je pense qu'il faut beaucoup plus qu'une vidéo pour tout couvrir, et j'ai pas envie de trop partir dans tous les sens non plus. N'hésitez pas à me soutenir en donnant un like, en vous abonnant, en commentant. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bye!